ce qui était intéressant, c'est donc discuter sur la thématique des ressources. On voit bien, il y a des ressources, des compétences au niveau européen dans le montage de projets, avec bonne connaissance sur les textes, sur les dispositifs, des compétences en région, localement, qui vont aider au montage de projets. Et puis, on s'est dit que ça serait intéressant aussi de vous montrer un petit peu les outils qui sont mis en place aujourd'hui par des infrastructures, par des grands opérateurs, et qui permettent justement d'apporter une certaine aide, une aide relative en tout cas, à la mise en œuvre, à la compréhension et aussi à la mise en œuvre de ce que c'est qu'un plan de gestion de données dans le cadre des projets, alors qu'ils soient européens ou autres, quand ils viendront. Et là, ça ne marche plus. Non. C'est dommage, c'est vachement bien. Et là, voilà, donc c'est juste vous présenter quelques outils. Évidemment, là, je ne vais pas être du tout être exhaustif sur ces outils. Il existe des tutoriels, différents documents en ligne, notamment des tutoriels en format PDF. On va retrouver évidemment les lignes directrices pour le libre accès aux publications scientifiques et aux données de la recherche dans Horizon 2020. Donc là, c'est un document qui a été produit par l'Europe et qui explique, qui est un guidelines, qui explique un petit peu l'intérêt de ce dispositif et des DMP, et qui permettent également de mettre en œuvre un certain nombre de définitions qui vont aider à remplir le fameux document DMP. Donc ça, alors ces documents-là, je vous ai mis. Alors je ne sais pas si on peut y accéder. Peut-être que si. Autoriser. Voilà, mais on va les compiler parce qu'ils sont en accès libre. Voilà, donc ça c'est un document qui date de février 2016. On fera. Non, c'est pas ça. Alors, il faut toujours se référer à la version en anglais et à la dernière version, parce que oui, là, non, mais malgré tout, la commission met à jour régulièrement ces documents. Donc, Voilà, donc ça c'est document standard, enfin je veux dire, c'est voilà, pour essayer d'approcher un petit peu ce qu'est un DMP dans le cadre d'un projet européen. Il y a également Aurore Cartier, Magali Moisan et Nathalie Rémonet qui sont des conservatrices du SCD de Paris Diderot et Paris Descartes, de l'Université Paris Diderot, qui ont réalisé 2 documents qui sont tout à fait intéressants, réaliser un plan de gestion de données, qui sont vraiment des documents très pédagogiques et qui expliquent ce qu'on attend finalement aux différentes sections du document. On va par la suite voir un petit peu ces différentes sections. Et puis un autre document, les plans de gestion de données, une initiation à ce que recouvre ce document et comment le mettre en œuvre. Également, je vous ai trouvé un tutoriel vidéo qui a été réalisé par l'INIST, qui s'intitule « Principes généraux concernant le libre accès ». Donc là, c'est vraiment très général, c'est à la fois sur l'open access, mais aussi sur l'open data, sur les projets pilotes, etc. Vous voyez, en plus, c'est un tutoriel animé et qui permet, pour le coup, d'y aller quand on a le temps et puis de se faire un petit peu une culture sur ce qu'on attend, ou en tout cas ce qui est attendu dans le cadre de ces plans de gestion de données pour les projets européens. Donc là, allez-y, on fera évidemment circuler le PDF afin que vous puissiez ensuite vous diriger vers ces documents. Il y a également des sites, notamment OpenAir+. OpenAir+, alors OpenAir, qu'est-ce que c'est? C'est Open Access, je ne sais plus pourquoi, R, j'ai oublié, Open Access, interopérabilité, je ne sais plus. Mais c'est un projet européen également et qui a un gros opérateur sur l'interopérabilité des données, et donc une grosse infrastructure qui, elle, participe de ces infrastructures mûres, qui sont reliées, comme l'expliquait ce matin Stéphane Pouillot. Là, on a affaire à des acteurs qui sont maintenant fortement reliés avec des passerelles et qui agissent sur les flux de données. Et puis un autre site qui s'appelle Site d'information sur les données de la recherche, qui a été publié aussi également avec l'Europe et qui permet également de se tenir au courant de l'actualité sur les données de la recherche et notamment les données numériques. Et puis également un autre outil que j'aimerais vous présenter, qui a été
développé par l'INIST, et l'INIST étant l'Institut national de l'information scientifique et technique, et BSN, la bibliothèque scientifique numérique, et qui s'appelle Opidor. Alors Opidor, très joli nom, hein, ça donne du soleil un petit peu. Opidor, c'est optimisation du partage et de l'interopérabilité des données de la recherche. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vise à vous aider à écrire un plan de gestion de données. Donc c'est un formulaire, hein, c'est une application, vous pouvez y accéder, vous pouvez même y accéder maintenant si vous avez un accès réseau, allez-y, https://dmp.opidor.fr, et puis on peut commencer déjà à manipuler un plan de gestion de données. Donc vous pouvez vous créer un compte, c'est un compte individuel, vous pouvez également passer par un compte lié à votre institution, donc l'Université de Nantes ou Angers ou le CNRS, etc. Et à partir de là, vous allez vous retrouver dans une interface qui va vous permettre justement de vous confronter à la mise en œuvre d'un plan de gestion de données. Alors, je vous invite également en complément, notamment lorsque vous allez créer votre compte sur Opidor, hein, de faire un tour sur ORCID. Je ne sais pas si vous connaissez ORCID, qui est un identifiant pour les chercheurs, hein, qui permet justement ensuite de relier le chercheur. C'est un identifiant unique qui relie le chercheur avec l'ensemble des contenus qui lui appartiennent. Et donc c'est maintenant une sorte de pratique courante dans la recherche d'avoir un identifiant Academia, d'avoir un identifiant HAL et de plus en plus un identifiant ORCID, et qui permet de relier tout ça. Et c'est un identifiant qui vous sera demandé quand vous allez vous inscrire sur Opidor. Ce n'est pas obligatoire, mais en même temps, ça permet de relier par exemple des projets financés à des publications, et ensuite de proposer dans les moulinettes, dans les moteurs de recherche qui seront mis en place plus tard, de faire le lien entre ces différentes entités. Donc l'objectif de Opidor, c'est de vous aider à écrire un plan de gestion de données dans le respect des grands principes du DMP. Donc c'est là en fait où on arrive à la définition d'un DMP. DMP, Data Management Plan. Finalement, ce document, eh bien, il est tout sauf statique, au contraire, il est dynamique. C'est un document qui est souhaité comme quelque chose qui est continuellement mis à jour par... alors, il y a différentes étapes, hein, début, milieu et fin d'un projet, par exemple, et qui fait aussi la part belle à des approches collaboratives. Hein. Donc, c'est à la fois un document dynamique puisque c'est quelque chose qui vit à travers, dans toute la durée du projet en tout cas, et puis qui vit dans un cadre collaboratif, dans le cadre d'une activité d'équipe, hein, où chacun apportera des mentions, des spécifications, ou en tout cas fera évoluer le projet par rapport à des décisions qui seront prises au niveau de l'équipe. C'est un document qui est une incitation, mais qui de plus en plus, et notamment on va le voir dans le cadre d'Opidor, qui devient vraiment aussi obligatoire, hein, en tout cas qui va avoir des tendances à être obligatoire, et notamment par des agences qui vont financer la recherche. Donc là on peut se poser tout un ensemble de questions, notamment quand on verra un petit peu la teneur des questions, hein, et un document qui doit comporter un certain nombre d'informations, des informations qui là aussi va faire réfléchir pas mal de chercheurs sur le traitement des données, hein, le traitement des données pendant et après le projet de recherche. Donc un traitement, c'est l'ensemble des opérations qui s'appliquent sur les données de la recherche, hein, de la captation des données jusqu'à leur valorisation, le stockage, etc. Des informations qui vont porter également sur les types de données. Donc là, pour le coup, ça peut être du texte, des images, des entretiens. Hein. Comme on l'a vu ce matin avec Stéphane Pouillot, il a très bien expliqué les différents types de données qui peuvent être traitées, notamment au niveau du Manum. Également les méthodologies et les standards qui seront appliqués à ces ensembles de données, à ces jeux de données. Et là, déjà, on voit, hein, qu'il y a des termes, traitement des données, type de données, méthodologie, standard. On a affaire à des termes qui engagent des compétences, des techniques, des connaissances,
qui seront mises en œuvre. Ça veut dire également des ressources, des personnels, en tout cas des services, une mobilisation par rapport à l'ensemble de ces procédures. Et ce n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est pas le chercheur qui va faire l'ensemble de ces travaux. Donc il va falloir évidemment passer par un travail collaboratif qui va couvrir l'ensemble de ces besoins sur l'ensemble des informations que doit comporter le DMP. Donc voilà déjà des termes qui engagent plus que des applications sur les données, mais qui engagent aussi des budgets, des coûts, puisque travailler sur les données, ça veut dire les stocker, donc des frais d'infrastructure, etc. Et si on regarde un petit peu, on arrive à définir à partir de cet ensemble d'opérations des coûts et des budgets, des ressources nécessaires pour pouvoir les mener à bien. Également des informations sur les données qui seront ouvertes, alors données ouvertes et partagées. Donc là, ça veut dire, on l'a dit tout à l'heure, comme je crois que c'est Gaëtan qui l'a dit, il faut savoir au tout début du projet quelles seront, en tout cas, avoir une bonne idée des types de données qui seront ouvertes et partagées. Donc là aussi, ouvertes et partagées, ça veut dire qu'on applique un ensemble de techniques, de normes, de standards qui vont permettre l'ouverture de ces données, ce qui n'est pas forcément évident. Donc ça demande aussi aux chercheurs d'avoir une bonne culture de ce que c'est qu'une donnée ouverte. On a eu une définition tout à l'heure. Une donnée partagée, qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait cette ouverture et ce partage des données. Également des informations sur la manière dont les jeux de données seront conservés. Donc là, on a parlé ce matin aussi avec Stéphane Pouillot du CINES, qui est le centre, je ne sais plus le titre, en tout cas de l'enseignement supérieur, qui est habilité qui est officiellement habilité à la préservation des données numériques de l'enseignement supérieur, donc de la recherche. Là aussi, ça veut dire tout un ensemble de techniques, de formats, de métadonnées, de schémas de métadonnées embarqués avec les jeux de données. Ça veut dire des compétences également pour pouvoir assurer la cohérence et dans le temps également, la cohérence de ces jeux de données pour qu'ils soient conservés et qu'ils participent ensuite à la dynamique de la recherche. Donc voilà, c'est déjà rien que la définition d'un DMP, ça permet de voir finalement que c'est pas une mince affaire, c'est pas simplement un petit document administratif, non, c'est au contraire la première, c'est mettre le pied à l'étrier et voir qu'on s'engage dans quelque chose qui est conséquent pour la recherche, conséquent aussi pour les budgets puisqu'ils seront impactés par l'ensemble de ces opérations. Donc OPIDOR donc, a été développé pour vous aider à écrire ce plan de gestion de données en respectant l'ensemble de ces principes. OPIDOR s'appuie sur une application qui s'appelle DMP Online. DMP Online, c'est un outil qui a été développé par un consortium qui s'appelle le DCC, Digital Curation Center, qui est une plateforme de recommandation sur les stratégies de préservation et d'accès aux données numériques. Donc c'est un consortium qui regroupe d'ailleurs encore des universités essentiellement anglo-saxonnes. Ils ont développé un outil qui est maintenant une application sous licence GNU GPL. Grosso modo, c'est une licence libre. Donc les sources sont disponibles sur le net. C'est un dépôt GitHub. GitHub étant un dépôt où on peut récupérer des sources des applications et les déployer sur un serveur, sur une machine, pour pouvoir tester ou voir, mettre en œuvre l'application. C'est exactement ce qui a été fait dans le cadre de DMP OPIDOR. Il y a eu récupération des sources de DMP Online pour pouvoir ensuite les utiliser pour développer une approche plus francophone de DMP Online. Donc il y a d'autres outils qui existent, DMP Tools, et on verra tout à l'heure que finalement il y a un intérêt à avoir une bonne culture également, des outils qui se développent, parce qu'il y a des opérations qui visent à fusionner, ou en tout cas à travailler ensemble sur l'ensemble des recommandations. Donc OPIDOR s'appuie sur DMP Online. Voilà, donc là on arrive, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'aller voir, on arrive sur la page d'accueil DMP OPIDOR. Et voilà, donc ça c'est ORCID qui va vous permettre ensuite
de vous identifier. Et une fois que je me suis connecté, que j'ai créé mon compte, donc c'est une autorisation qui s'appuie sur la classification. Donc c'est une technique qui permet justement de passer par une fédération d'identité. On arrive sur un menu général qui est relativement simple, hein, avec ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voir les plans, créer un plan de gestion de données, et puis deux onglets, About sur le projet lui-même, et puis une aide contextuelle qui apparaît ici. Et puis ici, dès que je suis connecté, eh bien, j'ai la liste de l'ensemble de mes plans de données. Je peux en gérer autant que je veux. Je peux gérer un plan de gestion de données pour moi. Je suis chercheur, j'ai envie de m'y mettre. Eh bien, je n'ai pas besoin d'avoir un projet financé par l'Europe. Je veux voir un petit peu comment ça fonctionne et je veux faire un plan de gestion de données, eh bien, je vais pouvoir le faire. Alors, il y a deux templates qui existent à l'heure actuelle dans le DMP Opidor, au même titre que DMP Online. Il y a le template Horizon 2020, DMP, qui lui est spécifique sur des projets financés, vraiment spécifique à des projets financés. Et puis vous avez l'autre template qui s'appelle Horizon 2020 Faire DMP, qui lui est un template plus générique, hein, donc il n'a pas besoin d'être relié à un projet qui est financé, c'est vraiment du générique, donc ça peut s'appliquer à soi-même en tant que chercheur, mais aussi à un laboratoire, pourquoi pas, ou à d'autres institutions, et ça permet également d'avoir quelque chose, un document, un plan de gestion de données qui respecte les fondamentaux du DMP, c'est-à-dire un document qui assure que les données sont findable, accessible, interopérable et réusable. Donc trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Donc là, voilà, on peut déjà commencer à se faire la main sur ces templates. Alors, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui me sont posées par ces différents templates. Et ici, par exemple, je suis sur le template spécifique à des projets financés. Donc là, je vois que j'ai des onglets qui apparaissent, notamment le détail du plan. Finalement, ça va être simplement le nom que je donne à mon plan de gestion de données, son identifiant que je souhaite, que je veux appliquer et qui sera unique. Et en même temps, j'ai le choix de mettre ce que j'ai envie. Et puis, le chercheur qui sera en responsabilité de ce plan de gestion, également celui qui va être le contact technique du plan de gestion. On peut également apporter d'autres informations de type description, etc. Une fois que j'ai rempli finalement ce premier volet qui est simplement une identification de mon plan de gestion, eh bien, je vais pouvoir rentrer dans les autres onglets. On peut voir ici Initial DMP, donc c'est le plan de gestion de données qui est au début du projet de recherche, ou dans les premiers 6 mois du plan du projet de recherche, où là je vais renseigner un certain nombre de choses, on va le voir après. L'autre onglet qui s'appelle Midterm Review, donc là c'est à moyen terme, eh bien, il y a un ensemble de questions qui me seront posées par le template du plan de gestion de données et qui va me permettre de voir un petit peu où j'en suis dans ma gestion de mes données, les choses qui ont été ajoutées, modifiées, etc. Et puis ensuite, un autre ensemble de questions dans Final Review DMP et qui permet justement de mettre un terme au plan de gestion de données, en tout cas d'assurer ensuite, parce que le plan de gestion de données a également une vie après le projet, puisque c'est lui qui doit assurer ensuite ce que seront les données issues du projet de recherche financé. Deux autres onglets sont intéressants. Il y a Share, donc le partage, c'est-à-dire, alors c'est pas le partage des données, c'est donner un droit d'accès à d'autres utilisateurs pour contribuer au plan de gestion de données. Donc là, on peut en mettre autant qu'on veut. Si par exemple on a
On a des équipes très importantes qui sont parfois dans des programmes, hein, c'est le cas dans des programmes où, généralement, les chercheurs qui participent d'Axe se connaissent pas, ou voilà, donc ils ont aussi des approches spécifiques et des types de données spécifiques. Eh bien, chacun pourra abonder à leur niveau, au niveau de ce document. Et puis il y a un autre onglet qui s'appelle Export et qui va me permettre justement de générer un rapport PDF ou en CSV ou en différents formats, un rapport qui fera l'état des lieux du plan de gestion de données. Voilà un petit peu, ça c'est vraiment le DMP spécifique avec un bailleur de fonds connu, hein, donc essentiellement pour l'instant les projets européens. Voilà, là on a l'autre type hein, qui est Horizon 2020 FAIR DMP, donc FAIR, Findable, Accessible, etc. Et dans ce document qui est plutôt générique, on a simplement un seul onglet hein, qui est Initial DMP. Et Initial DMP, donc là on va avoir un ensemble de questions et qui sont des questions très génériques sur justement les principes FAIR, hein, c'est-à-dire voir comment les données peuvent être findable, etc. Donc voilà, sinon par rapport à l'onglet plan, détail du plan, ça ne change pas énormément. Donc j'ai décidé là, parce que je connais pas hein, franchement les projets auxquels vous participez, je ne sais même pas si vous avez des projets européens en cours, donc le mieux c'est d'aborder cette question du plan de gestion de données de type générique, hein, avec ici 6 sections, hein, 6 sections qui vont aborder différents thèmes. Le premier thème, c'est un petit peu le résumé hein, sur les données. Fair data, là, un ensemble de questions importants, un ensemble de questions qui va justement traiter de ces principes FAIR. Allocation of ressources, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire l'ensemble des ressources qui seront allouées au plan de gestion de données et au traitement des données et à tout ce qui sera indiqué dans la section numéro 2. La section numéro 4, la sécurité des données. Section numéro 5, les aspects éthiques. On verra que c'est assez, pour l'instant, c'est shortly. Et puis une section numéro 6 sur d'autres aspects qui peuvent être abordés et qui, pour l'instant, n'ont pas été formalisés dans le template. Voilà, donc section 1. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que vous aurez tout loisir de pouvoir accéder à DMP au PIDOR et puis à vous faire un petit peu la main, à essayer de comprendre de quoi ça parle. Ce que j'ai essayé de vous mettre ici, c'est essentiellement les termes en rouge, hein, type indiquer le but de la collecte, génération des données. Donc ça, c'est ce qui est indiqué comme type de question dans la section 1. Expliquer la relation avec les objectifs du projet, spécifier les types et les formats des données générées. Donc là, pourquoi j'ai souligné en rouge, c'est justement là où on va avoir besoin de compétences supplémentaires pour apporter un ensemble de réponses. Hein, type et format des données générées, ça veut dire qu'on a déjà une très bonne connaissance de ce que c'est qu'un type de données, de ce que c'est qu'un format de données. Un format numérique des données n'est pas la même chose qu'un format standard, classique, physique d'un ensemble de données. Donc voilà, là déjà ça pose un certain nombre de questions et on est déjà, pour un chercheur qui n'y connaît pas grand-chose ou en tout cas qui s'engage là-dedans et qui veut répondre à ce genre de questions, on voit bien et on l'a vu par ailleurs qu'il y a une nécessité de l'accompagner, en tout cas de lui apporter un certain nombre de réponses, d'éléments de réponse, de définitions qui vont lui permettre de se positionner par rapport à des questions qui l'engagent. Et ça, je pense que c'est important, notamment là, sur les types et les formats. C'est pas une question encore plus importante, intéressante du point de vue de la connaissance des méthodologies à l'œuvre. Spécifier si les données existantes sont réutilisées. Donc voilà, là déjà, ça pose aussi un certain nombre de questions sur la réutilisation des données. Préciser l'origine des données, donc là c'est pareil, on se pose toujours la même question, hein, notamment sur les données natives, les données numériques natives issues des sites web, on ne sait pas trop si elles sont finalement liées au site qui les a publiées, ça se trouve elles sont générées ailleurs, etc. Donc ça pose tout un ensemble de questions qu'il va falloir également préciser. Indiquer la taille attendue des données, alors là je ne connais pas une question aussi difficile, c'est déjà difficile pour un informaticien d'évaluer un volume de données et notamment la taille attendue, donc la
taille, ça veut dire quoi? Comme disait ce matin Stéphane Pouillot, ça peut aller de 5 mégas à 500 téras, on n'en sait rien. Il peut y avoir une très forte production de données comme une très faible, ça peut, etc. Donc ça, c'est assez... heureusement que le document est dynamique, parce que s'il fallait simplement remplir ça dès l'entrée du projet, ça serait compliqué. Et présentation, alors là c'est pareil, hein, présentation de l'intérêt et de l'utilité des données. À qui cela sera-t-il utile? Là, je vous laisse le loisir de répondre. Ça sera évidemment très, très difficile, hein, puisque à partir de ces données, on peut leur poser tout un ensemble de questions avec des approches extrêmement différentes. Hein. Si on prend ne serait-ce qu'un texte, une œuvre, on va avoir des approches sur l'œuvre, on peut avoir des approches sur l'auteur, on peut avoir des approches sur le texte lui-même, sur la syntaxe, etc. Donc sur la linguistique utilisée. Bref, il peut y avoir des approches extrêmement variées, extrêmement différentes. Et dans ce cas-là, on peut même répondre à cette question que finalement, ça intéressera tout le monde. Hein, voilà. Donc bon, je vous laisserai regarder un petit peu le template. Vraiment, ça pose pas mal de questions. Section 2, alors là, n'en jetons plus. Donc là, on rentre vraiment dans la complexité du faire, hein, du findable, etc., où là, il y a évidemment tout un ensemble de questions qui sont posées et qui demandent, alors là, pour le coup, même pour des professionnels de l'information scientifique et technique, c'est compliqué, hein, même de formaliser, ça veut dire déjà qu'on a une bonne approche de ce que c'est qu'une donnée numérique, et que des identifiants persistants et uniques, bon, moi je sais ce que c'est, certains savent ce que pour certains, c'est du chinois. Donc voilà, il va falloir rentrer dans une logique de préparation, de modélisation. En tout cas, heureusement qu'on a 6 mois dans un premier temps. Enfin là, c'est le faire, mais c'est le même genre de questions, hein, qui sont posées dans le DMP spécifique à des projets financés. Pour préparer tout ça, parce que évidemment c'est compliqué et ça demande des compétences supplémentaires. Et je pense que Benjamin nous fera la démonstration que heureusement qu'il était là dans le cadre d'enjeux, parce que c'était compliqué. Hein, c'était compliqué de trouver les ressources pour pouvoir au moins avoir une interprétation de ce qui était demandé. Identificateur d'objets numériques, etc., définir les conventions de dénomination utilisées, l'approche de mots-clés de recherche, le versionning, les normes de création des métadonnées, j'en passe et des meilleurs. Donc tout un ensemble de compétences, de techniques, de normes, de standards, de bonnes pratiques qui nous permet justement de justifier de l'intérêt de ces TGIR, Humanum, de ces pôles numériques, de ces Humanum Loire, qui sont les plateformes dédiées à ces ensembles de techniques, ces ensembles de compétences, et qui vont permettre aux chercheurs de s'assurer qu'à l'ensemble de ces questions, il y aura des réponses apportées par des gens compétents. Voilà, donc, et c'est ce qui permet, entre autres, de valoriser aussi l'ensemble du travail dans une démarche collaborative. Rendre les données ouvertement accessibles, donc préciser quelles données seront ouvertes, préciser quelles méthodes ou outils logiciels sont nécessaires pour accéder aux données. Bref, là également on rentre dans une technicité qui demande une bonne connaissance, une bonne expertise des outils à utiliser. Voilà, donc là on est sur le 2.3, 2.4, je vais passer, rendre les données interopérables, accroître la réutilisation des données. Là aussi, par exemple, sur cette question, accroître la réutilisation des données en clarifiant les licences. Ça veut dire qu'on a une très bonne connaissance des licences qui sont utilisées. Donc là, licence, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des dispositifs juridiques qui ont été mis en place, conçus. On parle de Creative Commons, on parle de licence Cécile, on parle de licence GNU GPL est une licence également. Bref, tout un ensemble de textes qui permettent justement de qualifier d'un point de vue juridique des actions, des permissions sur les données produites, les données exposées à l'ensemble des utilisateurs potentiels. Donc là, c'est pareil, il faut clarifier. On l'a vu dans un cas très précis, c'était le projet de Brice Trouillet, Valpemap. Ils ont créé un logiciel qui s'appelle Valpemap, justement, et qui utilise pas mal de langages libres, et en même temps, il y a eu du code qui a été ajouté. Donc là, pareil,
Il nous manque un acteur, un expert juridique ici qui était prévu, qui s'appelait Nicolas Brément, mais il ne pouvait pas être là. Mais il faut aussi s'assurer de la proximité d'un spécialiste ou d'un expert de ces questions. Et ici, on a la chance, notamment dans certains cas, par exemple quand il y a création de logiciels, via ces capacités, non, c'est la SAT Ouest, non, c'est la SAT. C'est la même chose, ouais. Non, c'est pas la même chose. La SAT Ouest qui en son sein, a des experts qui permettent justement de travailler sur des licences qui sont spécifiques à des productions logicielles qui sont développées dans le cadre des projets. Spécifier la façon dont les données seront autorisées, etc., période d'embargo, décrire les processus d'assurance de la qualité des données. Alors là bon, c'est compliqué. Parce que justement, la qualité des données, il n'y a rien de plus compliqué pour l'instant que de s'assurer de la qualité des données. Et c'est pour ça qu'il y a des projets, notamment européens, qui visent justement à créer des labels sur la qualification des données, parce que pour l'instant, on n'y arrive pas et c'est très difficile. Et c'est ce qui va justement permettre ensuite une réutilisation. C'est que s'il y a des labels qui sont apportés sur les jeux de données et qui permettent des réutilisations sans se poser trop de questions, on aura déjà avancé sur pourquoi on fait ça et quel sens ça a, pour le chercheur en tout cas. Section 3, donc allocation de ressources. Donc là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'estimation des coûts, sur la responsabilité des jeux de données et sur la valeur potentielle de la préservation à long terme. Donc là, il faut avoir une vue assez longue sur la capacité des jeux de données à être sauvegardés, etc. Section 4, je passe, récupération des données. Et voilà, donc par exemple, sur la section 5, c'est intéressant, examiner s'il y a des questions éthiques ou juridiques qui peuvent avoir un impact sur le partage des données. Donc là, on rentre sur quelque chose qui me semble être tout à fait important et qui sera, je pense, il y aura des questions, enfin des réponses extrêmement variables par rapport à ces approches-là. Voilà, en tout cas, c'est assez peu formalisé dans le DMP OPIDOR, et l'aide qui est apportée, l'aide contextuelle pour savoir ce qui est attendu comme type de réponse, finalement, on ne trouve pas grand-chose. Donc pour l'instant, on voit que c'est balbutiant, on voit qu'on est plutôt dans la perspective, on est dans le pilote, on est dans quelque chose qui est qui souhaite être expérimenté, travaillé avec des retours conséquents qui vont permettre d'affiner un petit peu plus la labellisation des questions et qui vont permettre également d'avoir une expertise plus intéressante sur l'aide contextuelle, puisque là, pour l'instant, c'est compliqué. Si je peux me permettre juste une petite remarque sur ce que tu viens de dire. En fait, on se rend compte que déjà dans les communautés, notamment Stéphane Pouillot parlait ce matin des consortiums au sein de la TGIR, dans certains consortiums, notamment le consortium 3D, la question du label, la question de la qualité des données et de la documentation des données est déjà en discussion. Donc finalement, on est sur des documents à produire pour garantir ou pour penser les bonnes pratiques de la gestion de ces données de recherche, mais dans certaines communautés, c'est encore un sujet de discussion. Donc voilà, il y a finalement deux vitesses, enfin, pour certaines communautés en tout cas, ça reste des choses à mettre en œuvre. Disons que là, ce document s'affranchit un petit peu de toutes ces discussions-là. Il propose un modèle très générique et qui, là, pour le coup, nécessite qu'il y ait des réflexions dans les différentes communautés. Voilà, donc là, après, je vais passer sur l'onglet Share, et puis là, donc, on peut ajouter autant de collaborateurs qu'on veut, et puis également ici, faire des exports dans différents formats. Ce matin, Stéphane Pouillot a montré DMP OPIDOR, il y a des évolutions qui vont être apportées à l'outil, des évolutions notamment sur des relations fortes entre ce qui sera ajouté dans le DMP OPIDOR et les différents services que propose la TGIR Humanum. Donc c'est des choses à suivre. Je pense que c'est très important de voir qu'il n'y a pas d'outils aujourd'hui développés et qui souhaitent être au niveau d'une plateforme nationale qui n'est pas reliée aux autres.
S'il y a bien un des principes qui aujourd'hui est respecté, c'est au moins l'assurance que les contenus qui sont intégrés ou générés ou qui sont renseignés dans les différents formulaires seront récupérables, interopérables, transférables et applicables dans d'autres endroits. Voilà, alors j'ai eu Marie-Christine Jacquemot qui est l'actrice principale finalement à l'INIST des développements d'Opidor, puisque c'est un outil de l'INIST et qu'elle travaille à l'INIST, sur quelles sont les évolutions prochaines de DMP Opidor. Eh bien, DMP Opidor va profiter d'un projet qui s'intitule DMP Roadmap. Et le DMP Roadmap, finalement, eh bien, c'est l'ensemble des codes et des approches normatives de DMP Online et DMP Tool. DMP Tool étant un outil essentiellement américain, qui vont fusionner pour avoir un outil commun et offrir à la communauté internationale des outils génériques qui vont permettre d'embrasser un petit peu l'ensemble des modèles, des templates et des recommandations. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc DMP Roadmap, un gros projet qui va profiter à DMP Opidor, puisque basé sur DMP Online. Également l'internationalisation. On voit aujourd'hui sur DMP Opidor que tout est en anglais. Donc là, il y aura le choix de la langue, notamment la langue française. Il y aura également des options de partage, partage avec des sections qui seront plutôt publiques, d'autres privées, etc. Également des développements qui sont sur le cycle de vie du DMP lui-même, des choses que, par exemple, là, vous pouvez facilement faire un test sur des plans de gestion de données factices, complètement factices, et puis on se fait la main, donc ça sera estampillé test, et puis de test, on pourra passer à des versions, du versionning, jusqu'à un document final. Il y a également donc, ce qu'on disait tout à l'heure avec la TGIR Humanum, l'interopérabilité du DMP. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important, très intéressant. Donc interopérabilité dit évidemment une ouverture vers les autres plateformes, vers les autres outils qui vont permettre de traiter les informations contenues dans le DMP. Et puis l'intégration de plus en plus du DMP dans le workflow de la recherche. Et c'est là où c'est intéressant finalement, parce que la question qui était au départ, projet pilote, projet qui souhaite travailler avec des gens qui s'engagent, là il y a de plus en plus des signes qui montrent que l'intégration du DMP dans le workflow de la recherche, c'est vraiment quelque chose qui devient une tâche au même titre que la recherche elle-même. Donc c'est là où on voit que ce qui était une incitation va devenir une obligation. Et c'est pour ça que l'INIST s'engage beaucoup et que les acteurs se positionnent, parce qu'on sait très bien que ça va se généraliser et que ce qui était quelque chose qui permettait, voilà, je le fais, c'est rigolo, quoique. Et on va pouvoir comme ça qualifier un petit peu les données, en tout cas nous permettre de les objectiver pour voir si ça rentre dans des logiques de pérennisation et de revalorisation. Là, c'est quelque chose qui va servir à d'autres choses que la recherche, et il faut bien se rendre compte de ça. C'est qu'il y a des moulinettes qui vont travailler sur des choses, on n'en sait pas plus que ça, mais qui vont évidemment faire en sorte que les données de la recherche soient réutilisées, mais peut-être pas par les chercheurs eux-mêmes. Et ça, je pense qu'il est important que la communauté de chercheurs, et elle est assez peu nombreuse dans la salle, s'empare de ces questions. Elle s'en empare dans les consortiums, et je trouve que c'est important, mais c'est peut-être pas suffisant. Voilà un petit peu les évolutions. Nous, évidemment, en tant qu'infrastructure de recherche, on accompagne, mais il faut aussi accompagner en ayant une pleine connaissance des choses et également qu'on puisse faire remonter ce qui ne fonctionne pas, ou en tout cas ce qui est mal compris ou pas compris par les chercheurs. Et c'est pour ça que, pour conclure, je voulais vous inviter à être les bêta-testeurs de DMP Opidor. C'est-à-dire, voilà, on vous a donné l'adresse, vous pouvez très facilement vous créer un compte. Vous pouvez également manipuler, commencer à répondre aux questions, ne serait-ce que de comprendre les questions, et puis ça va vous permettre de vous poser pas mal de questions. On va mettre en place un formulaire en ligne qui vous permettra justement de faire un retour d'expérience
rapide, hein, c'est simplement aider aussi des acteurs comme l'INIST à améliorer l'outil, à faire en sorte qu'il soit mieux compris, mieux appréhendé, mieux utilisé aussi, hein, en pleine connaissance de cause. Et voilà, c'est ce que je vous propose pour conclure. DMP Opidor, ok, j'y vais, je regarde et j'amène mes réactions, en tout cas mon expérience, mon retour d'expérience, et je fais profiter de la communauté des ingénieurs, des chercheurs qui vont pouvoir ensuite améliorer, en tout cas faire en sorte d'améliorer l'existant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur Opidor. Opidor, on a envie de chanter tout de suite. Je laisse la place à mon ami Benjamin, qui va vous parler du DMP Enjeu. Enjeu. C'est enjeu à enjeu. C'est ça. Enjeu d'enjeu. Merci Stéphane. Donc, quoi? Non, de rien. Ouais. Bon, finalement, il y a plusieurs présentations dans ma présentation, mais c'est un peu pour répondre à la demande de Stéphane sur cet atelier. Donc finalement, pour situer un peu le cadre, le programme Enjeu, c'est donc un programme régional, donc dynamique scientifique. J'ai la chance d'avoir Mireille, qui est l'ancienne coordinatrice du projet, donc si je dis des bêtises, elle me corrigera. Donc la particularité, c'est que c'est un programme pluridisciplinaire avec 5 axes. Et finalement, du point de vue numérique, la complexité, elle est autour de l'articulation entre le programme Enjeu et des projets thématiques qui ont une vie propre, entre guillemets. Donc il y a des projets qui sont portés par Enjeu et puis il y a des projets qui sont supportés. Donc je pense à une ANR récit, donc sur des témoignages de récits de lecture. Donc voilà, il y a des projets qui ont une vie indépendante, entre guillemets, et puis des projets qui sont pleinement portés par le programme. Et puis il y a une stratégie de développement international. Donc l'objectif du projet régional, c'est d'arriver à monter des réseaux, donc j'en reparlerai juste après, des réseaux, de s'intégrer dans des dynamiques d'appel à projet H2020 et puis monter des réseaux ITN. Donc, programme Enjeu, c'est enfance et jeunesse. Donc, il y a 5 axes de recherche thématiques. Ça va du droit à l'histoire, en passant par les problématiques de rééducation fonctionnelle, etc. Donc, de la médecine, du droit, des historiens, des archivistes, etc. Et puis des psychologues, des gens en sciences de l'éducation, etc. Et donc, l'origine, pourquoi j'interviens aujourd'hui, c'est parce que dans le cadre d'un projet de réseau ETN, donc ITN c'est Innovative Training Networks, et parmi ces appels à projets européens, il y a les projets ETN, donc European Training Network, pour les réseaux européens de formation. Donc c'est des mobilités, c'est des financements de thèses de doctorat et des mobilités de ces doctorants entre des partenaires académiques européens. Donc là en l'occurrence il y en avait 6, donc des britanniques, suisses, italiens, etc. Et donc autour de l'autonomisation et l'engagement des jeunes, donc Youth Empowerment, et l'impact sur la résilience des sociétés contemporaines. Donc voilà un peu le cadre. Et donc, donc ça c'était un projet, alors c'est peut-être plutôt 2015, fin 2015, ouais. La première réponse est en 2016. D'accord. Il a été soumis cette année. D'accord, merci. Et donc, dans le cadre de ce projet d'ETN, on participait on s'intégrait dans l'Open Research Data Pilot. Et donc, l'idée, c'était de constituer, de réaliser ce fameux DMP. Donc, on s'est attelé à la tâche avec Mireille. La première étape, la première difficulté finalement, c'est de s'intégrer dans ce réseau européen avec ses partenaires et donc de réaliser la tâche finalement de constitution de ce DMP sur l'ensemble des partenaires pour monter le dossier. Enfin voilà, c'était un peu la commande.
Donc ça, j'y reviens rapidement, mais je ne vais pas m'attarder dessus, on en a déjà parlé. Donc en l'occurrence, c'était encore dans la partie facultative, enfin de répondre à ce pilote. Et je rappellerai pour la suite que la gestion de ces données de recherche, c'est pas un but en soi, c'est une façon de se poser les bonnes questions et d'accompagner le projet dans sa gestion des données de recherche. Quand on verra juste après, on en a parlé avant avec Opidor, il y a des outils qui permettent de réaliser ce plan de gestion de données, mais ce plan de gestion de données, ok, c'est un livrable pour l'Union européenne, enfin pour le montage de projets européens, mais finalement, c'est pas parce que vous faites un plan de gestion de données, vous pourrez le faire avec la meilleure des volontés et avec toute la qualité possible. C'est pas pour ça que derrière, concrètement sur le terrain, vous allez, ça va vous permettre, ça va vous garantir que vos données elles sont bien gérées, elles respectent bien les principes d'accessibilité, d'interopérabilité, etc. Ça reste qu'un guide. Après, c'est aux porteurs de projet de se poser les bonnes questions, d'aller voir les bons interlocuteurs et d'utiliser les bons outils pour gérer vos données et respecter ce que vous avez prévu dans le cahier des charges. C'est vraiment une grille de lecture pour vous aider à bien gérer vos données de recherche. Je vous ai mis une petite parenthèse, je vous ai mis un lien pour montrer un peu que ça reste dans l'actualité si vous n'en étiez pas convaincu. Sur le blog du département recherche de Google qui explique un peu, alors c'est en anglais pour ceux qui se poseraient la question ou qui ont des difficultés avec la langue anglaise, mais voilà, j'ai trouvé plutôt intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il décrit un peu les enjeux liés à l'ouverture et à la documentation des jeux de données en accès libre sur le net. Donc ça a une petite connotation recherche, donc je trouve que c'est intéressant. Et surtout, ça vous explique un peu l'enjeu de rendre les jeux de données ouverts et surtout de les documenter en suivant les bonnes pratiques. Et finalement, on se rend compte que les problématiques de Google sur le web en général rejoignent un peu les problématiques de gestion des données de recherche. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Vous pourrez les voir. Il y a quelques indications, il y a quelques guides pour aider à structurer des jeux de données, que ce soit des jeux de données type Excel, tableur Excel ou d'autres jeux de données. Ça vous donne quelques bonnes pratiques. Donc c'est pour ça que je l'avais mis là. Donc si on revient sur la constitution du DMP pour enjeu, donc en ce qui concerne le montage de projets ETN, on a fait plusieurs constats. C'était que la question des données de recherche n'était ni anticipée ni maîtrisée. C'est-à-dire que quand on a de manière naïve, enfin nous on découvrait un peu la question des plans de gestion de données. Voilà, moi je suis pas dans la partie montage de projet, etc. Moi j'accompagnais les chercheurs d'enjeux sur la dimension numérique. Donc on a naïvement envoyé le template H2020. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble après, mais on en a vu un aperçu avec Opidor. On a envoyé ça aux partenaires académiques. Et en fait, non seulement ils n'avaient pas anticipé ces questions, la production des jeux de données dans la production de leur sujet de thèse de doctorat notamment. Donc est-ce que c'est spécifique ? Voilà, on s'était posé la question, est-ce que c'est spécifique au fait que ce soit une thèse de doctorat, donc c'est un sujet à défricher, c'est pas forcément évident que je conçois tout à fait, c'est pas évident à anticiper. On a vu, il y a des questions qui sont très difficiles à répondre. Est-ce que c'était sur la thématique de l'enfance et de la jeunesse qui pose, au même titre que dans la médecine ou autre, des problématiques sur la gestion de ces données, et n'était pas non plus maîtrisée, c'est-à-dire que ce soit du point de vue du juridique ou du point de vue technique, les partenaires, les chercheurs à qui on a envoyé ces documents, les pauvres, ils étaient perdus. Impossible de savoir de quoi on parle dans le document, impossible pour eux de comprendre derrière quels sont les enjeux juridiques, quels sont les enjeux techniques, quelles étaient les possibilités pour eux de protéger les données, quelles étaient les possibilités pour eux de les stocker, etc.
ils n'avaient pas connaissance de leurs infrastructures locales ou nationales. Donc déjà, nous, en tant que localement sur le projet en jeu, ce n'est pas toujours évident de sensibiliser les chercheurs ou d'identifier les bons interlocuteurs. Donc là, le fait qu'il y ait une diversité de partenaires à l'échelle européenne, voilà, clairement, ça devenait très, très compliqué. Donc voilà, finalement, un des constats qu'on peut faire, c'est qu'on a beau avoir un outil qui vous aide à rédiger, qui aide les chercheurs à rédiger les plans de gestion de données, finalement, si le template n'est pas compris, voilà, on peut très bien remplacer un formulaire papier ou un formulaire Word par une interface par un formulaire en ligne. Si on n'est pas capable de comprendre les questions et si on n'est pas capable d'anticiper les réponses, voilà, de toute façon, le problème il ne se pose pas au niveau de l'outil. Donc ça, c'est un constat qu'on a pu faire. Et finalement, on a un seul Word Package qui a pu produire une ébauche de DMP. En l'occurrence, c'était un projet qui était déjà en cours. Donc c'était déjà une ANR montée avec en l'occurrence des chercheurs qui avaient une culture forte de la donnée, qui travaillaient sur des notices encodées en TEI, qui avaient déjà des données existantes. Donc ils avaient déjà commencé un travail sur les données. Donc voilà, ça explique qu'eux aient été capables de produire ce plan de gestion de données. Voilà, donc premier bilan sur cette partie, puis après je vous expliquerai un peu pourquoi ça s'intitulait DMP en jeu, parce qu'on a un peu changé d'échelle de mon point de vue. Donc le bilan sur cette constitution d'un DMP sur le projet ETN, c'est la nécessité d'un accompagnement local, mais ça finalement c'est un bilan qu'on a fait sur toute la journée, en connaissance des projets de recherche, parce que finalement chaque projet de recherche, ça me paraît difficile de proposer, on parlait tout à l'heure des outils génériques, de proposer un outil générique ou un formulaire générique, quel que soit le projet de recherche. Voilà, il faut à la fois connaître le projet de recherche et puis à la fois être en collaboration avec des spécialistes sur les questions juridiques, les questions numériques, etc. Et puis le deuxième bilan, c'est une culture de la donnée qui est souvent absente pour les chercheurs, et puis une méconnaissance. Donc ça, je pense que c'était intéressant aussi de la présentation de ce matin avec Stéphane Pouillot, de cette connaissance des acteurs locaux, nationaux ou internationaux qui peuvent aider à soit stocker, soit comprendre les enjeux, soit traiter, etc. Et donc finalement, à partir de ce bilan-là, on s'est dit, et je me suis dit que à l'échelle du programme en jeu, même si c'est un programme régional et qu'il n'y avait pas de nécessité de constituer un livrable tel qu'un DMP, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'élaborer ce plan de gestion de données à l'échelle des projets portés et soutenus par Enjeu, à la fois pour servir de document de référence et puis à la fois en considérant que ça pouvait finalement être un guide de bonne pratique sur la poursuite du programme en jeu. Donc ça, c'est un peu la deuxième partie qui va me permettre de vous montrer aussi un peu à quoi ça ressemble et comment on a pu répondre. Enfin, je ne ferai pas le détail de toutes les questions et des réponses à toutes les questions, parce que de toute façon, il y en a qu'on n'a pas su répondre. Donc, je vais vous présenter ce qu'on a fait sur un projet en particulier du programme en jeu, qui est un projet de collecte de documents en ligne, un projet participatif. Donc, dans Enjeu, on a, donc comme je vous disais, c'est finalement une agrégation où, en l'occurrence, via les axes thématiques, on a une agrégation de projets et de jeux de données qui sont produits par ces projets, de données de recherche. Donc l'objectif dans Enjeu, c'est d'avoir un portail documentaire qui puisse servir de référence et qui serve de porte d'entrée finalement vers tous les projets et vers les données et les connaissances produites par les projets du programme Enjeu. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis, l'idée c'est d'avoir, si on voit la souris, c'est d'avoir un portail documentaire qui vient agréger des sources de données selon les projets de recherche, et que les projets de recherche puissent à la fois nourrir ce portail, mais aussi se nourrir des données constituées par les autres chercheurs des autres projets. Et puis le fait d'agréger des données puisse servir de conteneur en fait, pour
créer de nouvelles connaissances, amorcer de nouveaux projets de recherche. Donc par exemple, parmi les données externes, on a des bases de données bibliographiques sous Zotero ou des bases de données qui sont constituées dans des projets NR comme je le montrais juste avant. Mais aussi, on va aussi avoir l'utilité du portail pour directement stocker, directement gérer les données de recherche de certains projets. Et puis, une des particularités, c'est de ce portail et du programme en jeu, c'est aussi de permettre la recherche participative. Donc, sur certains projets en particulier, de permettre d'ouvrir la possibilité de venir alimenter en données de recherche, en documents, sur le web finalement. Et donc un des projets qu'on a lancé là, tout récemment, qui est finalement un peu un projet exploratoire, c'est un projet qui est porté par une maître de conférence en géographie à l'université d'Angers sur la question des mobilités de loisirs chez les enfants et les jeunes depuis le 19e siècle. Donc là, en l'occurrence, l'idée c'est d'avoir un formulaire de dépôt en ligne de documents personnels ou d'archives institutionnelles. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est de recueillir des témoignages sur des mobilités de loisirs. En fait, c'est si vous êtes allé en colonie de vacances étant jeune, elle, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des témoignages sur ces expériences-là et de pouvoir ensuite faire des traitements, analyser ces données et en retirer des connaissances sur l'impact de ces mobilités de loisirs sur le développement territorial, sur à différentes échelles, des échelles de temps, des échelles d'espace, etc. Et de comprendre un peu comment ça a modifié et comment ça influe sur la structuration socio-économique de certains lieux identifiés comme étant des destinations de mobilité de loisirs. Et donc sur ce projet, on a constitué un formulaire de dépôt via un outil qui s'appelle Omeka, dont on a parlé un petit peu ce matin, et qui permet de gérer des documents numériques. On a élaboré un plan de gestion de données prévisionnel. Donc c'est-à-dire que le projet a démarré, on n'a pas encore, on a les données du chercheur, mais on n'a pas de données recueillies par des contributeurs lambda ou des institutions. Et l'idée c'était d'essayer d'appliquer la problématique d'élaboration d'un plan de gestion de données sur ce projet avec un prévisionnel en amont et puis de voir comment on peut faire évoluer ce plan et puis aussi permettre de sensibiliser les chercheurs, en l'occurrence, à cette problématique de gestion de données. Voilà. Ça sert à la fois de document de référence pour moi et pour les coordinateurs du programme en jeu, mais aussi d'avoir un document qui va permettre de sensibiliser sur ce projet en l'occurrence, mais sur les autres aussi, à la question de comment est-ce qu'on va gérer les données, comment est-ce qu'on va s'assurer que n'importe qui ne puisse pas accéder à ces données, comment on va s'assurer que ces données sont bien indexées, comment on va s'assurer que ces données sont bien stockées, sont bien structurées, etc., sont visibles, sont moissonnables, etc. Alors, en l'occurrence, pour comment j'ai élaboré ce plan de gestion de données, quand je l'ai fait, on ne connaissait pas ni DMP Online ni DMP Opidor, donc on a repris le template H2020, donc c'est un format Word en fait, c'est un tableau. Et puis l'idée c'était de se baser sur l'existant, donc de se baser sur l'outil qui existait déjà, le système de gestion de contenu qui existait déjà, de se baser sur les documents connus par la chercheuse en question et ce qu'elle attendait. Ça a permis aussi de définir un peu quel type de documents on allait pouvoir attendre, notamment sur les formats. Est-ce qu'on allait autoriser tous les transferts, tous les types de dépôts de fichiers, ou est-ce qu'on allait interdire certains formats? Ça nous a permis d'anticiper, même s'il y a des questions qu'on avait déjà en tête, mais là l'idée c'était d'anticiper certaines problématiques, qu'elles soient juridiques ou techniques. Sur les problématiques juridiques, on s'est orienté vers le correspondant informatique et liberté de l'Université d'Angers, qui a pu nous aiguiller sur certaines problématiques. Sur les problématiques techniques, on a fait ça aussi sur nos compétences en interne au pôle numérique, sur les compétences de la DSI de Nantes, sur les outils existants aussi. Et puis l'idée c'est du DMP dans ce cadre-là, c'est de cartographier les risques et les étapes du cycle de vie des données produites et des données attendues.
Donc je ne sais plus qui c'est qui faisait dans la journée la distinction entre les données recueillies et les données produites. Ici, dans ce projet, c'est voilà, on va recueillir des données issues de la participation d'individus souhaitant témoigner ou étant d'accord pour témoigner, et puis des institutions. Et puis ce recueil, ce corpus de données va nous permettre aussi de produire des données à partir d'analyses statistiques, de croisements données entre des données spatiales, des données temporelles et puis des catégories. Voilà, on va pouvoir faire des traitements. Donc finalement, on va avoir un plan de gestion de données qui va évoluer à partir des données qu'on va recueillir, puis à partir des données qu'on va produire à partir de ces données recueillies. Voilà, c'est un peu... donc l'objectif pour moi et puis pour le projet, c'est de voir au-delà du projet exploratoire et de l'intérêt du projet en lui-même, c'est de voir un peu comment ça peut nous aider à structurer et à penser les questions de gestion des données de recherche sur ce type de projet. Donc si je vous montre un peu à quoi ça ressemble, donc on retrouve finalement dans le plan de gestion de données, je vais zoomer un petit peu. Donc je vais pas, c'est juste pour vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler. On retrouve finalement les grandes catégories qu'a présenté Stéphane dans des MPOPIDOR, hein, le template elle-même finalement. Donc on a une description des jeux de données. Donc en l'occurrence, encore une fois, ici ce que je vous montre, c'est un plan de gestion de données sur un projet d'un programme. D'accord ? En l'occurrence, en théorie, il faudrait référencer et faire ce type de travail sur tous les jeux de données possibles et envisageables sur l'ensemble du projet et l'ensemble du programme. Donc voilà, après il y a des questions qui sont relativement simples lorsqu'on connaît le projet de recherche, qui sont relativement simples à remplir par les chercheurs eux-mêmes. Là, sur la nature des données, sur la réutilisation de données existantes. Voilà, ça, c'est des choses qui sont relativement compréhensibles et simples à anticiper par les chercheurs. Dès qu'on arrive sur ce que présentait Stéphane tout à l'heure, les standards de données ou les standards de métadonnées, tout de suite, on fait appel à des compétences, en l'occurrence plutôt techniques, sur des formats de fichiers qu'on va autoriser ou qu'on va prévoir. Et donc, voilà, ça, c'est des considérations qui vont, dans le cas, par exemple, de l'élaboration d'un cahier des charges, ensuite, pour demander à un prestataire de concevoir un outil, ça va aussi permettre d'anticiper ces choses-là. Ça va permettre de prévoir quels sont les types de fichiers, quels sont les fichiers, quelles sont les données qu'on va avoir besoin de recueillir. Et puis après, on retrouve les problématiques de prévisionnel sur le volume des données. Donc là, en l'occurrence, faut pas finalement, ce qu'on avait dit un peu avec Stéphane, c'est qu'il ne faut pas se formaliser sur ce document. En l'occurrence ici, c'est un document prévisionnel. Évidemment que le volume prévisionnel des données, sur un projet comme ça, qui est une collecte de documents en ligne, il ne peut pas être connu à l'avance. Ça peut quand même permettre de se poser la question de quels sont les documents sur lesquels on va travailler, et donc d'anticiper, si on est en collaboration avec la DSI de l'université par exemple, de leur expliquer que finalement quels sont les documents qu'on va recueillir, quel est le périmètre du projet, et donc eux vont être peut-être en mesure de vous dire, si vous commencez à recueillir des images, on n'a pas de garantie sur ce que les gens vont déposer, donc il faut prévoir une fourchette large, donc, etc. On parle plus de mégaoctets, mais de téraoctets peut-être. Voilà. Ça va déjà leur permettre d'anticiper les besoins pour votre projet. Évidemment, après, il va y avoir des problématiques sur l'hébergement des données. Donc là, en l'occurrence, c'est hébergé sur des serveurs de l'Université de Nantes. Donc on déporte les problématiques de sécurité sur la DSI de Nantes et leur protocole de sécurité. Sur les risques, c'est pareil, ça permet de commencer à anticiper. Finalement, sur des données comme ça, quelle est la cartographie des risques qui pourraient menacer l'accessibilité ou l'utilisation frauduleuse de ces données. Non ?
Non, non. Pardon? Si on ne peut pas y répondre, là, ce type de travail-là, c'est travailler déjà sur la forme avant de savoir le fond, de manière. Parce qu'on ne sait pas du tout sur quel type de données on va travailler au départ sur ce type de plan. C'est pas évident de remplir ces. Ah bah si, en l'occurrence, si. En l'occurrence, on a un formulaire de dépôt, donc on a des champs bien identifiés avec des données identifiées. On ne sait pas toujours ce qu'on va remplir. Ben non, mais on sait quel type de données on va recevoir. On va recevoir des fichiers. Après, si on spécifie le type de fichier à recevoir, on indique aux gens qu'on veut qu'ils nous envoient soit des PDF, soit des images. Voilà, on sait quel type de données on recueille. Si on a, en l'occurrence, dans le formulaire... Ah ben non. Ben non, justement. L'intérêt, c'est de se dire, c'est d'anticiper. Sur les questions de besoin d'ouverture des jeux de données, il faut des données ouvertes, donc il faut des formats ouverts, donc il faut spécifier. Si on n'anticipe pas ces questions, on va demander aux gens de nous envoyer, je ne sais pas, ils vont nous envoyer peut-être des bases de données au format FileMaker ou des docx qu'on ne va pas pouvoir réutiliser. Donc là, ça permet d'anticiper que sur le bouton envoyer votre fichier, on demande aux gens un type de fichier particulier, ou alors on va anticiper le fait qu'il faut convertir ensuite le fichier, par exemple. Il y a peut-être une pratique aussi, de toute façon, scientifique de base qui permet de partager des données, au-delà de passer par ce style de formulaire qui je pense, très intuitif, mais... Ah oui, tout à fait. Le travail de partage de fichiers, donc on sait un peu quel type de données on va partager, sous quel format, enfin voilà, on rentre dans le technique, là, mais... Tout à fait. Il y a déjà une façon de travailler, je pense, qui peut être utilisable. Mais il faut réinventer en fait quelque chose ou de faire des projections qui sont impossibles, surtout que ce document, comme c'est bien expliqué, est vivant. Donc, oui, c'est ça, oui. On ajuste après, c'est pas figé dans le temps et surtout, c'est pas une contrainte. C'est plutôt une projection et se poser ces questions. Exactement. C'est ça l'idée du document. S'il y a des questions sur lesquelles on n'est pas capable de répondre, il y avait des questions au début, effectivement, on se dit, ok, j'ai aucune idée de savoir comment je vais m'assurer que les données sont bien sécurisées, qu'il n'y a pas de possibilité d'intrusion ou de récupération frauduleuse de ces données. Voilà, c'est des questions qu'on s'est posées, et donc dans ce cas-là, on se redirige vers la personne compétente. On dit, voilà, je suis en train de constituer tel corpus de données, qu'est-ce qui m'assure, comment vous faites, vous, pour vous assurer qu'il n'y a pas d'intrusion sur les serveurs, etc. Dans ce cas-là, ils nous répondent, et on fait évoluer ça comme ça. Pareil sur la description des métadonnées. Je vais aller voir Amélie, je vais aller voir Stéphane. Sur ce type de données, qu'est-ce qu'on peut mettre? Du Dublin Core, de l'EAD, des choses comme ça. Et puis voilà, on creuse au fur et à mesure. Mais c'est ça ce que je voulais montrer, effectivement. Le but de ce document, pour moi, c'est plutôt de se poser les bonnes questions, à la fois en amont, durant le projet et en aval, sur le cycle de vie de la donnée produite. Donc en l'occurrence, il y a un projet de recherche qui est identifié au départ. On veut collecter des documents sur une thématique, on veut récupérer des informations particulières, et à partir de là, on commence à définir, via cette grille de lecture, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour anticiper la plupart des problématiques. Voilà. Et je rajoute un commentaire, on parlait tout à l'heure d'éthique, en fait, dans les plans, il y a pas mal de choses sur l'éthique. En fait, il y a aussi des guides sur l'éthique, et l'éthique est très liée en fait, à l'utilisation, c'est marqué risque de menace sur les données, c'est très lié à l'éthique. Par exemple, dans l'étude sociologique qui va être faite, comme tu l'as expliqué, il y a forcément des données personnelles ou des formulaires ou des choses comme ça qui sont en fait déjà traitées de manière éthique. On dit, bon, qu'est-ce que vont devenir les données? C'est ça. Elles ne seront pas perdues, elles vont être traitées, ok, par qui, comment elles vont servir, protégées. Et bien justement, il faut s'en servir aussi, et pour répondre sur ce tableau-là, pas forcément sur les... C'est ça. Mais exporter ces questions éthiques pour s'en servir et répondre à ces questions-là. Enfin, après, aux professionnels aussi. C'est ça. Ça permet d'identifier, ah oui, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça. On peut croiser des types de questionnements sur les questions éthiques qui... De toute façon, les données, ça peut être politique, elles servent pour le projet de manière générale, mais si on pose des questions éthiques et qu'on pose l'utilisation de données, ça va forcément se croiser un moment. Donc on peut réviser par la réponse, éventuellement l'agrémenter. Voilà, donc bon. Après, la suite, c'est pareil. Et effectivement, quand on arrive à la fin du projet, dissémination des résultats de recherche,
Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué à anticiper sur un document prévisionnel, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est, encore une fois, c'est d'anticiper, c'est de se dire, ah oui, il me pose la question de quelle licence on va choisir. Ah, qu'est-ce que c'est qu'une licence? Ça veut dire quoi mettre une licence sur mes données? Il faut peut-être que j'aille me voir le bibliothécaire pour savoir ce que ça veut dire. Il me demande comment ça va être stocké. Ah bah oui, au-delà de la durée du programme de recherche en jeu. Une fois que le programme il est fini, qui va maintenir cette base de données? Qui va s'en occuper? Où est-ce que ça va être stocké? Voilà. Et c'est comme ça qu'ensuite on identifie les acteurs et les guides de bonne pratique, etc., qui vont permettre ensuite de planifier ça sur la durée du projet. Mais ça permet d'anticiper les coûts à la fois humains, à la fois... c'est pour la gestion du projet, d'anticiper les moyens humains à mettre en œuvre, le temps que ça va prendre. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faisables, pas faisables? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était pas prévu? Etc. Et l'intérêt d'être en lien avec de très grandes infrastructures ensuite. Exactement. Voilà. Bah, je crois que de toute façon, du coup, j'ai déjà dit ça. Donc l'intérêt dans la suite, bah, c'est justement de faire évoluer ce document prévisionnel à partir des documents qu'on va commencer à récolter. On va se rendre compte, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas anticipées? On va commencer peut-être à affiner le prévisionnel sur le volume, etc. Évidemment, l'idée, c'est d'intégrer aussi d'autres métiers. Voilà, on a parlé du correspondant informatique et liberté, le pôle numérique de la MSH. Je parlais à midi avec Sébastien, j'ai oublié son nom, Chetano. Effectivement, sa compétence d'archiviste, ça peut être intéressant aussi pour traiter des problématiques qui, moi, me sont inconnues ou que je n'ai pas bien anticipées, etc. Et donc, je pense que tout ça, ça permet de dépasser à la fois le désintérêt pour ces questions de certains chercheurs, de dépasser la méconnaissance de certains sujets, et puis de commencer à diffuser aussi une culture numérique, comme on fait ici avec les debugs, les déclics, commencer à identifier quels sont les points un peu clés, des compétences ou des notions qui manquent systématiquement dans l'accompagnement. Donc voilà, c'est aussi un moyen de commencer à défricher le terrain et à poursuivre le travail de l'open access et de l'open data.